Voyons la question de la supervision et de l'analyse de pratiques professionnelles. Alors, la supervision, c'est quoi? La supervision est une opération qui se joue à un niveau réflexif de conscience et de perception des situations professionnelles. Sa caractéristique essentielle est qu'il s'agit de l'accompagnement d'un autre professionnel de l'accompagnement avec lequel se joue du partage de savoir et de l'expérience entre supervisé et superviseur. Certains voient la supervision comme une forme particulière de mentorat, un mentor qui guide sur le chemin du développement professionnel. C'est ce qui rapproche aussi d'une démarche de coaching. Le chercheur Gabriel définit en 2011 la démarche de coaching comme une démarche d'accompagnement visant à développer la réflexivité en vue d'un changement de comportement et à optimiser le potentiel du coaché à gérer sa scolarité, ses projets, ses orientations et ses choix. Pour le superviseur, il s'agit donc d'accompagner le stagiaire comme un entraîneur, un coach sportif, afin qu'il active ses propres ressources, qu'il puisse actualiser son potentiel et surtout développer ses compétences. La supervision peut reprendre à son compte la remarque suivante: le coach est une sorte d'accompagnateur de l'innovation personnelle, un chercheur du sens, un accoucheur de la spécificité individuelle, nous dit Gabriel, toujours en 2011. Il existe en analyse de pratique comme en supervision tout un champ des possibles, toutes les ouvertures, les innovations potentielles, la créativité possible. Il existe un mode pionnier qu'on recherche et invente des processus, des manières de faire et d'être plus stimulantes ou performantes pour superviser. Superviser peut revenir à impliquer une intelligence collective pour faire ensemble, collaborer, coopérer, ce qui est aussi une source de performance. Le coaching n'est pas la seule profession pour laquelle une supervision est jugée indispensable. Nous avons les psychothérapeutes, les psychologues, les psychanalystes qui se font superviser depuis très longtemps, et en outre de plus en plus de managers, de mentors, de DRH, de médiateurs, de consultants et même de dirigeants ont recours à des techniques qui ont dérivé de la supervision des coachs. Le problème est parfois le manque de formalisation de cette profession aux approches nécessairement pluralistes, vu l'amplitude des champs professionnels et d'une intervention tenant compte de ce pluralisme. Superviser n'est pas former. Superviser n'est pas former, ce n'est pas exactement non plus animer un groupe d'échanges pratiques ou d'analyse de pratiques ou du travail. Néanmoins, la nécessité de structurer les actes et les savoir-faire spécifiques du superviseur, de les théoriser pour les enseigner dans le cadre d'une formation de superviseur conduit à discerner des techniques, des postures et des méthodes, des outils spécifiques à la supervision. Pour certains, les savoirs en andragogie, je vais dire andragogie ou formation des adultes, participent à l'élaboration de la supervision, la vivifie, la renouvelle, d'autant que superviser est né de la supervision incontournable des psychologues, des psychanalystes et autres cliniciens. La supervision s'ouvre vers d'autres professions. Elle diffère de l'animation de groupe d'analyse de pratique, tout d'abord parce qu'elle vise une seule personne, non un groupe de personnes, même s'il s'agit de développement professionnel et d'apprentissage. Pour autant, il ne s'agit pas de tutorat propre aux apprentissages professionnels, il s'agit plutôt de formation réflexive individualisée sur une activité professionnelle d'accompagnateur des métiers, des secteurs de l'humain, secteur de la santé, secteur de l'éducation, secteur du social. Le superviseur supervise les accompagnateurs. Il accompagne les accompagnateurs avec son expertise, ses outils et ses finalités bien précises et spécifiques. Le superviseur est donc un accompagnateur d'accompagnateurs. Superviseur ou l'analyse d'une analyse. La supervision constitue un retour sur activité en conséquence, afin de développer une maîtrise de l'analyse des pratiques professionnelles. En effet, le superviseur travaille sur l'analyse d'une analyse, de pratiques professionnelles. Il est interrogé entre collègues les résultats produits par les séances d'analyse, le déroulement de l'analyse et la méthode employée pour analyser le travail effectué.
Superviser signifie contrôler et réviser un travail fait, sans entrer dans le détail. Au départ, on s'interroge sur les intentions sous-jacentes à toute démarche d'analyse pratique professionnelle d'un coach, d'un accompagnateur, sur le refus de procéder à cet exercice, sur les modalités et les habitus. Cela engage à une meilleure connaissance des rouages de son action, une meilleure attention à l'expérience des acteurs, l'expression d'une démarche plus novatrice, en évitant bien sûr une conception techniciste des choses. Les superviseurs d'analyse de pratiques professionnelles peuvent questionner ensemble le recours aux études de cas, à la simulation de situations réelles fournies par les participants eux-mêmes. Ils sont un peu des empêcheurs de tourner en rond de l'analyse de pratique. Ils sont donc en surplomb sur les analyses de pratique et donc ils sont en supervision des animateurs d'analyse de pratique. La procédure d'analyse exige de la part de l'analyste superviseur une grande capacité de prise en compte de la situation investiguée, de l'écoute de l'expérience d'autrui, de la saisie des caractéristiques des sujets, de son environnement, de la prise en compte des attentes, du besoin de reconnaissance ou d'intégration professionnelle. L'approche requiert un engagement de la personne et le non-jugement, bien sûr, entre participants et formateurs, entre intervenants. En bien des cas, l'analyse des pratiques vise la mise en marche d'un processus de formation, ou pour le moins la légitimation d'une ingénierie de formation. L'accompagnement par un expert dont l'expertise est reconnue dans le domaine ne doit faire bien sûr aucun doute, et ne fait aucun doute. Le maintien d'une culture d'analyse des pratiques exige d'instaurer un nouvel état d'esprit, qui est celui du praticien réflexif. Non pas la démultiplication seule des sessions de formation et d'analyse, mais bien le développement d'un esprit d'analyse, d'un esprit de praticien réflexif, c'est-à-dire d'une personne au travail qui réfléchit régulièrement à ce qu'il fait en séance spécifique d'analyse, mais aussi pendant son travail, dans le feu de l'action, de travail. Parfois, les finalités brouillent les aspects de formation individuelle et professionnelle des acteurs, car la demande d'un manager est moins d'analyser pour comprendre et remédier face à des situations critiques que de faire changer coûte que coûte les pratiques professionnelles en usage. L'analyse des pratiques devient parfois un alibi qui masque un enjeu managérial parfois très fort et parfois bien caché. Du coup, dans ces genres d'analyse, de séances alibi, l'analyse se contente le plus souvent de demander à l'acteur de décrire son geste professionnel tout en se préoccupant très peu de ce qu'il sous-tend véritablement. Des représentations, des enjeux réels de la situation, par exemple. La description tend à inventorier des comportements observables à renouveler selon une logique qui s'apparente pour l'essentiel à celle du comportementalisme ou de la modification des comportements observables. L'approche par compétence du métier en analyse favorise cette démarche et naturellement fait l'économie d'une analyse clinique autrement plus exigeante, qui vise véritablement l'accomplissement du sujet sans transformation immédiate des gestes du travail. La visée d'efficacité ou de rendement accru n'est pas ici l'objectif premier de l'analyste. Il est exigé un retour sur soi, sur son expérience, parfois un retour douloureux ou très pénible. Des résonances, des souvenirs douloureux peuvent apparaître. Ce travail d'analyse n'est pas anodin et demande un soutien. Où on ne saurait du jour au lendemain se transformer naturellement en analyste des pratiques professionnelles en situation de supervision, bien sûr. En toute logique, selon une logique socio-constructiviste, l'analyse des pratiques se veut la plus objectivante possible, complète et appropriée. Elle reprend le schéma de la recherche expérimentale et débouche sur des propositions d'évolution et de changement des conditions de travail, ce qui devrait en principe conduire à des résultats plus probants, plus rentables. Une analyse des pratiques avec en arrière-plan des objectifs fixés à l'avance, des compétences attendues qui servent de point de référence, procède en fait de la vérification, de l'évaluation, élaborée de l'extérieur par des experts. Ce type de démarche réduit bien souvent l'analyse des pratiques à une entreprise d'évaluation plus ou moins déguisée. Notons cependant que les analystes ne doivent pas se considérer
comme des évaluateurs car telle n'est pas leur fonction. C'est vraiment quelque chose à bien retenir. Ils ne sont en rien des évaluateurs. Si on s'éloigne d'une perspective de rentabilité immédiate et de modélisation comportementale et standardisée, nous sommes dans une entreprise gratuite d'ouverture. Il ne s'agit pas en l'occurrence de procéder à une analyse des pratiques dans une perspective de rentabilité ou de modélisation, mais bien d'effectuer cette tâche selon une perspective marquée par l'engagement, la participation de l'acteur lui-même à l'analyse de ses pratiques. Il y a là une gratuité, une ouverture que l'on ne retrouve que rarement dans le mode d'action précédent. On est dans une situation d'analyse clinique. Engagement, autonomie, réflexion, voire réflexivité s'engagent. Le modèle réflexif développé par Schoen en 1994 illustre ce type d'analyse des pratiques. Il s'agit du modèle du praticien réflexif. La volonté d'amélioration provient des intervenants eux-mêmes pour mieux accomplir leurs tâches de travail. Ils décident alors de procéder à l'analyse de leurs pratiques en collaboration avec un animateur, un moniteur, dont le rôle consiste à les soutenir et à les accompagner dans cette démarche d'introspection et de perfection recherchée. Le moniteur peut quant à lui être soumis à de nombreuses pressions, risquant d'influencer sa démarche, d'infléchir son action vers des buts fixés à l'avance, de servir des institutions au détriment des besoins réels des professionnels. La grande intention du groupe de volontaires pour améliorer les pratiques de travail s'inscrit dans le prolongement d'un constat ou d'une présomption de dysfonctionnement. Tout ne va pas aussi bien qu'on le voudrait. Tel est finalement le bon début pour éviter toute dérive dommageable de l'analyse de pratique. C'est partir donc d'un dysfonctionnement, en se disant tout ne va pas aussi bien qu'on le voudrait. L'analyse des pratiques vise alors clairement la correction d'une façon de faire qui est inadéquate, car le rendement se devrait d'être meilleur par rapport à des compétences attendues. On vise bel et bien avant tout l'amélioration des performances des participants. Cette amélioration peut se concevoir si, en même temps, on se soucie du bien-être, de la satisfaction au travail et d'une approche clinique par les entretiens des professionnels. Alors, quelles sont les fonctions principales de la supervision? Nous avons le développement du supervisé, tant personnel que professionnel, la résolution des problèmes techniques, éthiques ou conceptuels rencontrés dans l'exercice de sa profession, le support ou soutien ou encore ressourcement donné au supervisé personnellement affecté par son travail, la co-réflexion ou la pratique réflexive avec le supervisé portant sur son travail, ses motivations, ses valeurs et la signification donnée à son activité de travail. Quelle est la relation entre superviseur et supervisé? Florence Lamy distingue d'une part la co-réflexion ou pratique réflexive sur les parties purement techniques de l'activité du supervisé, c'est-à-dire le support, la résolution de problématiques professionnelles et le développement-apprentissage, et d'autre part la co-réflexion ou pratique réflexive sur les valeurs, le sens et la conscience de soi dans les activités professionnelles. De manière à superviser des professionnels dans les champs où la relation humaine est prépondérante, par exemple les métiers des DRH, les infirmiers en entreprise, les médecins du travail, les managers, les consultants, il s'avère utile d'intégrer des savoir-faire de superviseurs permettant d'aller bien au-delà de la simple analyse de pratique. L'essentiel repose sur la prise de conscience d'un regarder autrement, sur la prise de conscience de regarder autrement, d'un regard autre, d'un voir autrement les situations de travail. Il s'agit de s'ouvrir à d'autres intelligibilités, d'autres intelligences des situations de travail, des intelligences organisationnelles, personnelles, perceptives, pragmatiques, épistémiques, créatives des situations de travail, pour mieux les comprendre et donc, si nécessaire, les résoudre. Quelle est l'éthique du superviseur? La supervision s'origine dans une pratique clinique. J'en ai déjà parlé, donc, cette pratique clinique, cette idée, ce principe clinique. C'est une pratique clinique souvent orale,
consistant à accompagner les équipes soignantes ou éducatives pour mettre en parole, analyser et faire évoluer les expériences professionnelles en petits groupes ou en duo. Le superviseur témoigne aussi d'un positionnement et de sa place, de son rôle, de son éthique. Il ne saurait faire l'impasse d'appui théorique ni d'une réflexion sur l'exercice de son métier. En effet, il apparaît qu'un superviseur engage la parole du groupe avec lequel il travaille, et cet engagement l'engage en retour. En ce sens, il peut aussi opposer à une pratique duelle une pratique groupale. L'essentiel distinctif relève du niveau métacognitif, de réflexion sur l'exercice du travail. Alors, quels sont les champs de la supervision? Voyons avec ce schéma qu'ils sont nombreux. Le champ des ressources humaines, celui de l'organisation management, le milieu des aidants, le champ professionnel des coachs, des consultants, des mentors, le milieu des sophrologues, des psychothérapeutes, des psychologues, mais aussi le milieu des thérapeutes corporels, des médecins du travail, des infirmières. Quelques autres définitions de la supervision. Selon Carroll, la supervision est une collaboration permettant au supervisé de réfléchir sur son travail en vue de le faire mieux. Selon la Fédération de coachs SSG de Grande-Bretagne, la supervision est un processus conversationnel qui permet aux coachs et mentors de gérer leur apprentissage et leur développement afin d'améliorer leur pratique. Selon Bakirova, Stephens et Willis, la supervision est le processus formel de support professionnel qui permet le développement du coach et assure l'efficacité de ses pratiques. Elle procède par une réflexion interactive, une évaluation interprétative et le partage de l'expertise. Support, développement, résolution au travers de processus de dialogue, mise en commun, soutien, aide à l'efficacité, évaluation et réflexion sur le travail effectué caractérisent ces définitions. Attention, cela dit, au terme évaluation, qui n'est pas à prendre dans un sens sommatif, dirais-je, mais plutôt dans un sens formatif. Alors, on parlait d'intelligence tout à l'heure, je parlais d'intelligence diverses et multiples, voici quelques-unes qui sont mises à l'épreuve dans ces analyses de pratiques de supervision. Nous avons l'intelligence économique, l'intelligence écologique, kinesthésique, l'intelligence musicale, l'intelligence poétique, l'intelligence spirituelle et symbolique, une intelligence émotionnelle, l'intelligence relationnelle, l'intelligence logico-mathématique, l'intelligence verbale, ce qu'on appelle aussi la pleine conscience, une intelligence métacognitive. Ça fait beaucoup d'intelligence, font penser aux intelligences multiples de Gardner, mais surtout, en ce qui me concerne, à Piaget, qui définit l'intelligence avant tout comme une adaptation à son milieu. Et on voit bien donc dans ce nuage d'intelligence, le nuage intelligence comme adaptation à son milieu, en référence donc aux travaux de Jean Piaget. Alors, voyons de plus près les fonctions de la supervision. Fonction d'élévation, en termes de sens, de valeur, de vision. Il s'agit de co-réfléchir sur les motivations profondes qui influencent l'exercice. Nous avons ensuite un travail sur les supports, les standards, l'éthique, la déontologie et la résolution, c'est-à-dire la résolution des situations professionnelles posant problème. Là, il s'agit de favoriser une pratique professionnelle de qualité avec un respect des normes de métier et une maturité éthique. Et enfin, un autre pôle fonctionnel, celui du développement. Il s'agit de développer les compétences et aptitudes professionnelles, outre le fait d'offrir un espace de réflexion sur les expériences vécues au cours du travail avec le client.
avec lequel on aura tenté d'analyser et de résoudre les difficultés techniques rencontrées dans l'exercice du métier. Quelles sont les 8 compétences du superviseur selon l'EMCC, qui est une fédération de coachs en Grande-Bretagne? Compétence 1, gérer le contrat et le processus de supervision, établir et maintenir un contrat de travail avec le supervisé et gérer efficacement le processus de supervision. Compétence 2, faciliter le développement, permettre à la personne supervisée d'améliorer la qualité de sa pratique en mettant en place un processus d'accompagnement de la réflexion. La fonction de soutien de la supervision consiste à fournir un espace de soutien pour le coach. Compétence 3, apporter un soutien, fournir un espace de soutien à la personne supervisée pour lui permettre d'analyser les expériences qu'elle a vécues avec les clients et d'accorder la priorité à son bien-être en tant que coach ou mentor. La fonction qualitative de la supervision vise à encourager une pratique professionnelle conforme aux normes de qualité et au code de la déontologie. La compétence 4, elle promeut les normes professionnelles. Cette compétence se subdivise en 3 parties. Les normes exigeantes en matière de pratique professionnelle, la déontologie, la pratique réflexive. Les 3 compétences suivantes ont trait aux capacités du superviseur. Cette compétence 5 donc est la conscience de soi et savoir utiliser et développer consciemment le soi-même, au service de la relation et du processus de supervision. La compétence 6, qui est la conscience de la relation, comprendre et travailler avec les niveaux relationnels qui sont actifs dans le processus de supervision. La compétence 7, qui est une conscience systémique, être capable de reconnaître et de travailler avec la dynamique des systèmes humains. Enfin, la dernière compétence concerne le travail en groupe et la dynamique particulière de la supervision collective. Cette compétence 8, c'est donc savoir animer une supervision collective, gérer habilement la dynamique des groupes en supervision. Un petit lexique très léger, superviseur, c'est celui ou celle qui supervise, le supervisé, qui peut être coach, thérapeute, mentor, le client, il est important de revenir sur ce terme, c'est celui ou celle qui est accompagné par le supervisé. Le sponsor, c'est le commanditaire, celui ou celle qui donne la mission au supervisé. Par exemple, coacher le client, qui est celui ou celle qui est accompagné par le supervisé. On peut aussi parfois parler d'accompagnement, mais là, Paul a largement explicité cette grande nébuleuse de l'accompagnement avec les diverses formes de l'accompagnement. C'est un mot à savoir utiliser à bon escient, mais qui est un synonyme souvent bien utile, surtout pour expliciter cette fonction du superviseur qui est donc d'être un accompagnateur d'accompagnateurs. Voici les sources documentaires, donc je vous recommande la lecture chez l'Harmattan du livre Dominique Fablet, Supervision et analyse des pratiques professionnelles, celui de Florence Lamy et Michel Moral, sur lequel je me suis largement appuyé, les outils de la supervision dans les métiers de l'accompagnement. Je vous le recommande chaudement, avec tout un ensemble de schémas, j'en ai présenté 2 qui sont vraiment très utiles pour les visuels dont je suis, et aussi la posture du superviseur, supervision, analyse des pratiques, régulation d'équipe. C'est un livre de Joseph Roussel aux éditions RS. Voilà, je vous remercie.